Salut! Cette vidéo fait suite à la première où je vous partageais plusieurs conseils pour un premier voyage en solitaire et où j'abordais l'aspect prévention et sécurité afin de réduire drastiquement les potentiels soucis que vous pourriez rencontrer sur place. Il n'y a pas d'ordre précis pour visionner les vidéos, vous pouvez finir cette vidéo d'abord et ensuite aller visionner l'autre. Dans tous les cas, je vous mets les liens dans la description. Dans cette vidéo, en tout cas, je vais vous partager différents conseils qui vous permettront d'éviter de vous faire voler, mais également des conseils basés sur ma propre expérience qui vous seront utiles pour esquiver les arnaques les plus fréquentes qu'on rencontre en voyage, ainsi que quelques tips sympas, un peu balancés à la volée, mais qui peuvent toujours s'avérer utiles en fonction des situations que vous rencontrez. Le premier conseil que je souhaite vous partager, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur comment voyager moins cher, il vous permet d'éviter de vous faire voler vos bagages quand vous vous déplacez en transport en commun. C'est tout con, mais emportez avec vous un cadenas à vélo, vous savez ceux qui sont étirables comme ça, et lorsque vous êtes dans un train ou dans un bus, trouvez un endroit où attacher votre sac pour pas qu'on puisse vous le chipper. En train, on trouve généralement sans souci un endroit où l'attacher, et en bus, ça sera principalement utile pour les longs trajets où vous serez obligé de mettre votre bagage en soute et où des gens risquent de descendre avant vous. Dans la soute, vous trouverez généralement une barre au milieu, c'est ici perso que j'attache mon sac à chaque fois. Comme ça, je peux m'assoupir sereinement dans le bus, même s'il y a des gens qui descendent avant moi, je sais qu'ils ne pourront pas prendre mon sac et ça me permet d'avoir l'esprit tranquille. En fonction des endroits où je me rends, il m'arrive même de rajouter des petites clochettes que je pique sur les jouets de mon chat et que je pose directement sur mon sac pour que lorsqu'il est sous le siège ou à côté de moi, enfin on va dire dans l'angle mort de ma vue, qu'il fasse du bruit si quelqu'un essaye de le manipuler. Et si vous mettez le sac sous votre siège, c'est tout con, mais n'oubliez pas de mettre une anse autour de votre cheville, afin que si quelqu'un derrière vous essaye de vous chipper le sac, vous sentiez que ça fasse résistance et que vous sachiez que quelqu'un est en train d'essayer de vous le voler. Je vous conseille également d'emporter avec vous deux petits cadenas, l'un pour sceller les deux tirettes principales de votre sac et pour pas qu'on puisse vous l'ouvrir lorsque vous êtes en train de vous balader, et l'autre qui vous servira pour fermer le casier mis à votre disposition dans le dortoir si jamais vous vous rendez en auberge de jeunesse. Également une autre technique que j'emploie pas mal, car sur mon sac en fait j'ai plusieurs zipettes, du coup plutôt que de mettre 50 cadenas et d'avoir je sais pas combien de paires de clés, je mets des mousquetons pour attacher les fermetures éclair ensemble. C'est assez dissuasif pour que les pickpockets ne viennent pas vers vous et préfèrent aller vers quelqu'un d'autre qui a un sac un peu moins pénible à ouvrir. Après, dans l'idéal, si vous avez un sac qui s'ouvre uniquement dans votre dos, couplez un cadenas pour le sceller, vous serez totalement tranquille. Pour ce qui est du porte-monnaie et du téléphone, plutôt que de mettre ça dans votre sac à dos, je vous suggère d'opter pour une sacoche en bandoulière comme ça, que vous pourrez garder sous votre veste ou votre gilet. C'est personnellement la technique que j'utilise le plus souvent. J'ai une sacoche dans laquelle je range ce qui est de valeur quand je me balade dans les rues. Ça me permet par exemple que si je me retrouve dans une foule ou même dans les transports en commun un peu bondés, de toujours rester en contact avec ce qui m'est précieux. Quand je suis en t-shirt, là par contre c'est vrai que c'est un peu pénible de porter la sacoche en dessous, du coup je la laisse au-dessus, mais je la renforce avec une seconde sangle que je viens attacher autour de ma taille, ça me permet d'éviter là un potentiel vol à l'arraché. Après, si vous avez juste un sac à dos et que vous vous retrouvez dans une foule ou dans les transports en commun, il reste toujours la solution la plus simple, c'est de porter son sac devant soi afin de garder un œil dessus. Les conseils que je vais vous donner là sont principalement valables dans les pays où le coût de la vie est bas. Néanmoins, ça ne vous empêche pas de rester sur vos gardes dans des endroits un peu plus développés, comme en taxi à Paris par exemple, où bon nombre de touristes se font arnaquer sur les courses. Alors quand je dis taxi, ça englobe tout ce qui y ressemble, les tuk-tuk, les mototaxis, les jeepneys et j'en passe. Enfin bref, la première chose à savoir, ne payez jamais votre course à l'avance. Payez toujours à la fin. Ensuite, négociez toujours votre trajet. Tous les pays comme la Thaïlande, le Pérou, le Mexique, les Philippines, Cuba, l'Indonésie, le Sénégal, enfin bref, tous ces pays où je me suis rendu, c'est la même règle, on négocie chaque trajet afin de payer le prix juste et non pas 4 fois le prix. L'idéal c'est de demander à votre aubergiste quel est le coût d'un trajet et sinon commencez par diviser le prix annoncé par 3 et remonter progressivement. Précisez également la devise dans laquelle vous souhaitez payer, parce que ça paraît con, mais ça m'est arrivé au Mexique de me prendre la tête avec un chauffeur de taxi qui me faisait croire que le prix affiché sur le taximètre était en dollars américains et non en pesos mexicains, ce qui fait quand même une belle différence. Il arrive également que le chauffeur vous dise que l'endroit où vous souhaitez vous rendre est fermé pour une quelconque raison et qu'il vous propose de vous emmener ailleurs. C'est bien évidemment régulièrement un mensonge dans le but de vous faire dépenser de l'argent chez quelqu'un que lui connaît et où il pourra toucher une commission. C'est assez récurrent, donc ne vous laissez pas avoir et rendez-vous quand même à l'endroit que vous avez demandé à la base pour vérifier par vous-même. Ensuite, pendant le trajet, je vous conseille de lancer l'application Maps.me, c'est un GPS qui s'utilise même en mode avion, ça vous permettra de savoir si le taxi fait volontairement un détour pour vous gruger quelques kilomètres et vous faire payer un petit peu plus cher. En revanche, il y a une exception à ce que je vous dis depuis avant, ça concerne les taxis en voiture. Déjà, là ici, ne négociez jamais le prix, demandez à ce que le chauffeur mette le taximètre, souvent on vous dira qu'il ne marche plus, qu'il n'y en a pas, on va essayer de trouver 100 000 excuses,
dans ce cas, allez tout simplement voir un autre chauffeur. Faites attention également d'être bien un vrai chauffeur de taxi. Alors pour ce faire, à l'intérieur du taxi en général, ils sont obligés d'afficher leur licence avec leur identité, checker juste si on a une rapidement ou un truc qui y ressemble. Et quand vous aurez enfin trouvé un vrai taxi avec un chauffeur qui veut bien mettre le taximètre, il vous faudra alors vérifier que le taximètre a bien été réinitialisé et garder régulièrement un œil dessus afin de checker s'il n'est pas truqué. Pour ce qui est du placement des bagages dans la voiture, vu que vous êtes seul, je vous suggère de les mettre sur le siège arrière et non pas dans le coffre. Ça vous évitera de vous faire tirer vos bagages lorsque le véhicule est à l'arrêt. Bien que ça soit quelque chose de relativement rare, c'est quand même une bonne précaution à prendre. Ensuite, vos bagages sont à l'arrière, évidemment, ne vous asseyez pas à l'avant, restez à l'arrière avec vos affaires. Et également, si les fenêtres dans le véhicule sont ouvertes, pensez à fermer la fenêtre du côté où vous n'êtes pas assis, afin, encore une fois, qu'on ne passe pas un bras pour vous chipper un sac. Ça peut arriver, et c'est souvent avec la sacoche d'ordinateur, par exemple. Pour les tuk-tuk ou autres véhicules de ce type, là, j'ai pas vraiment d'astuce pour vos sacs, à part de les tenir fermement dans les endroits où il y a du monde. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Au niveau de l'achat des billets, lorsque vous allez prendre un bus ou un train, n'achetez jamais vos billets à la volée. On retrouve beaucoup de vendeurs à la sauvette aux gares routières ou de train, des fois ils ressemblent même à des vendeurs officiels, mais vous pouvez être sûr que si vous achetez un billet auprès d'eux, que ça sera un faux. Donc voilà, évitez. Évitez également de trop vous fier aux personnes qui viennent spontanément vous aborder sur le quai, à l'instar du taxi où l'on vous dit que votre endroit est fermé, là où vous souhaitiez vous rendre, on va vous dire que le train ou le bus que vous avez choisi a été annulé, et on vous proposera une solution de secours. Une fois de plus, c'est un mensonge, et ça permet au mec de gagner une commission si il réussit à vous embarquer avec lui. Une autre arnaque que j'ai connue grâce à mon aubergiste qui m'a mis en garde lorsque j'étais à Lima, au Pérou, en fait je voulais prendre un ticket de bus et je me suis rendu du coup à la gare routière, tout ce qu'il y a de plus classique, pour acheter un billet directement auprès d'un agent, assis derrière un comptoir, enfin dans un cadre qui met relativement en confiance. Et pourtant, il s'avère que là-bas, lorsqu'ils voient un touriste, enfin pas tout le temps, mais de temps en temps, lorsqu'ils voient un touriste, ils ont tendance à leur facturer un faux ticket de bus, mais au prix du billet normal. Tout paraît officiel, et c'est le cas, c'est censé être un vendeur officiel, et pourtant, le lendemain, quand vous allez prendre votre bus, vous serez évidemment obligé de racheter un nouveau, parce que lui, il vous aura donné un faux pour se mettre l'argent dans la poche. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai rencontré dans d'autres pays, quoique je me suis quand même posé la question en Inde, mais là, c'est un petit peu différent, j'étais quand même très méfiant dans ce pays où il m'arrivait pas mal de petites bricoles. Et enfin, pour les arnaques dans la catégorie des transports, j'aimerais finir avec les plus courantes que l'on retrouve lorsqu'on loue un véhicule. Que ça soit un 2 roues pour découvrir la Thaïlande ou une voiture pour se balader à Cuba, c'est généralement les mêmes problèmes qui reviennent. À savoir, le classique contrôle de police par un ou plusieurs officiers qui va vous sortir n'importe quelle excuse pour vous amender. C'est généralement quelque chose qui met un petit peu la pression, et j'avoue que c'est une situation à laquelle je n'aime pas trop être confronté à l'étranger, parce que la voix du flic primera forcément sur la vôtre, vous n'aurez même pas votre mot à dire. Si ça vous arrive, en général, il faut payer pour pouvoir continuer sa route, tout simplement. Pour la petite anecdote, ça m'est arrivé de me faire contrôler par un flic en moto durant mes premiers jours à Cancun quand j'étais au Mexique. J'avais loué une voiture quelques jours. Soi-disant, j'étais en excès de vitesse. Évidemment, c'était totalement faux. Du coup, le flic m'arrête et me dit que j'ai le choix, soit je paye immédiatement l'équivalent de 50 €, soit je dois l'accompagner au poste de police, mais dans tous les cas, je serai amené à payer. Alors sur ce dernier point, je n'ai eu aucun doute là-dessus, je savais que j'allais devoir mettre la main au porte-monnaie, mais du coup, comme d'habitude, on négocie et en monnaie. Je lui dis combien est-ce qu'il souhaite dans sa poche en fait pour me laisser partir. Il me dit 25, donc la moitié de l'amende, qui sans aucun doute doit être le vrai tarif sur Cancun vu la quantité de touristes. Je lui donne l'équivalent de 25 € en pesos et je fus miraculeusement libre de partir. Au Sénégal, il m'était arrivé également un truc similaire. Là, j'avais un chauffeur de taxi qui me conduisait. C'est lui qui a dû donner le bakshish au flic pour pouvoir continuer sa route. Enfin voilà, je vous raconte ces anecdotes pour vous dire que c'est relativement fréquent dans les pays en développement et ne vous laissez pas impressionner, il y a toujours moyen de s'en sortir, mais attendez-vous à devoir payer. Et l'autre arnaque récurrente lorsqu'on loue un véhicule, c'est la fameuse rayure apparue comme par magie au moment de rendre le véhicule. Là, pour éviter ça, l'idéal c'est de prendre un bon nombre de photos le premier jour lorsque vous louez le véhicule afin de pouvoir justifier en cas de litige lorsque vous le rendez. Après, j'ai entendu dire qu'au moment de la location, il peut arriver qu'on vous suive pour savoir où est-ce que vous vous garez afin d'abîmer le véhicule pour que lorsque vous le rendiez, vous soyez obligé de payer les réparations. Bon, au bout d'un moment, faut pas non plus être totalement parano quand on voyage, mais c'est bien d'avoir conscience que ce genre de choses peut arriver. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il en existe en fait une infinité des arnaques. Ce que je vous propose, c'est que les baroudeurs aguerris qui sont en train de visionner cette vidéo, partagez en commentaire d'autres arnaques auxquelles vous avez été confrontés durant vos séjours, afin d'aider les néophytes du voyage et que ça crée une petite entraide dans la communauté. Et pour ma part, pour finir cette vidéo, je vais vous partager juste 2-3 tips que je ne peux pas vraiment classer dans une catégorie particulière, mais qui peuvent tout de même s'avérer utiles en fonction des situations.
Alors cette astuce est plutôt destinée pour vous mesdames, je l'ai découverte grâce à une demoiselle que j'avais rencontrée quand j'étais en auberge de jeunesse, dans je sais plus trop quel pays. Elle portait en fait une fausse alliance pour éviter de se faire emmerder par les gars quand elle se baladait toute seule dans la rue. Lorsqu'elle se faisait accoster, elle montrait sa bague et a priori, d'après ses dires, c'était assez dissuasif dans la plupart des cas. Pour vous orienter à l'étranger, je peux soit vous conseiller de prendre une carte SIM sur place lorsque vous arrivez à l'étranger, afin d'avoir internet et de pouvoir mettre un GPS, ou alors vous pouvez directement télécharger l'application Maps.me avant de partir. C'est un GPS en fait qui permet de s'orienter hors connexion ou en mode avion, à condition d'avoir téléchargé les cartes en amont. Perso, c'est le GPS que j'utilise tout le temps quand je suis à l'étranger, il est terriblement efficace. Pour amoindrir vos frais de retrait, je vous conseille de retirer une somme X avant votre départ, que vous allez splitter en deux là juste par question de sécurité. Après vous n'êtes pas obligé de retirer une somme conséquente, mais juste de quoi démarrer correctement votre séjour. En gros, ça vous permettra d'économiser des frais de retrait, mais également ça vous permettra, lorsque vous arrivez à l'aéroport, de pouvoir faire directement du change. Alors cependant, faites pas le change de tout ce que vous avez sur vous, c'est pas nécessaire en fait, parce que généralement, il est déconseillé de faire du change à l'aéroport ou à l'hôtel. Là, faites juste le change pour votre trajet de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, et ensuite rendez-vous dans un bureau de change où le taux de change sera meilleur. Un truc auquel on ne pense pas tout le temps non plus, c'est un adaptateur international. Donc si besoin, pensez à en emporter un tout simplement, même si c'est vrai que c'est possible généralement d'en acheter un sur place pour pas tellement cher. Pour ceux qui songent à louer un véhicule sur place, pensez à faire une demande de permis international avant de partir. Que ça soit pour un scooter, ou une moto, ou une voiture. Moi ça m'est arrivé de me faire arrêter en Thaïlande par exemple, pour payer une amende parce que j'avais pas le permis international, alors que j'étais juste en scooter. Donc voilà, c'est gratuit, ça vous coûtera juste le prix d'un timbre et d'une enveloppe, donc n'hésitez pas à faire la demande en France avant de partir. Si vous en avez l'envie, optez pour des auberges de jeunesse, ça facilite les rencontres, et beaucoup de voyageurs sauront vous donner des conseils, ou des endroits insolites à visiter, puis ça permet de nouer des liens qui peuvent tenir bien après votre aventure, et là je parle en connaissance de cause où j'ai pas mal d'amis que j'ai rencontrés à l'extérieur, à l'étranger. Voilà, tout ce que je vous ai partagé dans ces deux vidéos n'a pas pour but de vous faire peur, mais c'est toujours bon d'avoir conscience de ce qui se déroule sur le terrain avant de s'y rendre. Et mieux on est préparé, plus on pourra éviter de se faire avoir ou de se retrouver dans des situations inconfortables. Après, rappelez-vous également que dans la majorité des cas, surtout dans les pays pauvres, en fait c'est juste 1 ou 2 euros qu'on va généralement essayer de vous gruger, pas plus. Enfin en tout cas pour les arnaques les plus courantes, donc c'est pas la mer à boire non plus. Il est toujours bon de relativiser et de se rappeler que le pouvoir d'achat en euros n'est pas le même que les bahts ou que les roupies par exemple. Voilà, j'espère que ces nombreux conseils vous seront utiles pour votre propre aventure. C'est vrai qu'une bonne partie d'entre eux sont viables quand on voyage seul, mais également quand on voyage en couple ou même à plus. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'il y a une partie 1 dans laquelle j'aborde plutôt le côté prévention et sécurité. Et moi, dans tous les cas, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo les amis. Ciao!